bienvenue chez l'être apaisé. Je vais vous parler de Noël. C'est une fête qui a traversé les âges et on a la chance de trouver des représentations. De la peinture en passant par les cartes postales et la publicité, Noël est une fête importante pour tout le monde. Mais avant d'entrer dans les détails, je commencerai par la légende de Noël. Ensuite, j'aborderai Noël à travers les siècles et l'iconographie du Père Noël. Je vais voir aussi les différentes décorations utilisées pour cette fête. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif. J'essaie de résumer les connaissances que j'ai acquises, donc si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à chercher des sources supplémentaires. Ayez du respect et de la bienveillance également, chacun a ses croyances, et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, quelles sont les origines de Noël? On retrouve les traces les plus anciennes dans l'Antiquité. C'était une fête du solstice d'hiver. Dans les pays nordiques et anglo-saxons, on l'appelle Yule ou Yule, suivant l'accent. Pour les Gaulois, on dit Noyo Hel. Et chez les Romains, c'est le Dies Natalis Solis Invicti, c'est-à-dire le jour de naissance du soleil invaincu. On fête le renouveau de la nature, en général c'est ça, car les journées ensoleillées durent plus longtemps à partir du 21 décembre. Donc c'était le signe que les dieux et déesses prolongeaient la vie sur Terre. Leurs symboles ont traversé les siècles jusqu'à nous. Par exemple, les conifères représentent la vie, la force, la persévérance et la protection, durant les rigueurs de l'hiver. Les couleurs ont des significations comme le rouge et le vert pour les sapins, le cèdre, le pin et les baies qui mûrissent en hiver. L'or symbolise le soleil, mais aussi les richesses et les cadeaux du solstice d'hiver. Le blanc représente la pureté et le silence de la neige. Ces symboles sont repris par le christianisme à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Mais leur sens est changé. Ainsi, le solstice d'hiver est remplacé par la naissance de Jésus le 25 décembre, nommé aussi la nativité. C'était le meilleur moyen d'écraser les fêtes païennes car elles étaient très ancrées dans la population. Donc Noël est détourné de son origine païenne. Ainsi, au Moyen-Âge, on peint beaucoup de tableaux de la nativité. Les enluminures et les écrits perpétuent également l'image chrétienne de Noël. Ainsi, on trouve les personnages de la Vierge Marie, Jésus, Joseph et les rois mages, évidemment. Toutefois, à la Renaissance, avec le regain de l'intérêt pour l'Antiquité, on revient aux sources. Donc on représente la fête du solstice d'hiver à la Rome antique. On se détache peu à peu du sens religieux pour garder l'aspect familial. Noël devient une réunion, un assemblement de proches où on s'échange de cadeaux et en partageant un bon repas. Au XIXe siècle, Noël est même vu comme une fête commerciale à cause du développement de plus en plus grand des décorations et des cadeaux. L'ère industrielle amène la suspicion d'utiliser n'importe quelle occasion, comme la fête de Noël, pour vendre. Noël perd sa crédibilité et la fête est délaissée. Alors, qu'est-ce qui a sauvé Noël? Qui a relancé cette fête ancienne et traditionnelle? C'est le Père Noël. Le personnage qu'on connaît aujourd'hui est une invention du XIXe siècle, ou plutôt, c'est un relooking d'un personnage connu, Saint Nicolas. Enfin, pas tout à fait. En réalité, le Père Noël s'inspire de plusieurs divinités, mais il a gardé son but, distribuer des présents pour petits et grands. Le Père Noël correspond au dieu celte Gargane, au dieu scandinave Julenis, désolé pour l'accent, mais il a de nombreux traits de Saint Nicolas en Europe et de Santa Claus pour les pays anglo-saxons. Le Père Noël est passé par plusieurs étapes avant d'avoir l'apparence qu'on connaît. Au XIXe siècle, les Néerlandais, qui partent aux États-Unis, importent le mythe de Saint Nicolas, mais son costume change de couleur. Du rouge, il passe au vert. En 1823, un pasteur new-yorkais, Clement Clark Moore, publie un poème où il parle de Saint Nicolas, mais il le transforme. De mince, il devient dodu, et au lieu d'être grand, il est petit. Il garde son sourire et son air bienveillant. Il ajoute le traîneau avec les rennes, le bonnet et le costume est bordé de fourrure. Alors qu'en Europe, Saint Nicolas est élancé, gracieux et son costume varie, beige comme la robe d'un moine ou violet comme certains vêtements liturgiques. Il y a eu aussi du vert ou du bleu. C'est en 1863 que le Père Noël tel que l'on connaît prend sa forme définitive. C'est grâce à l'illustrateur américain Thomas Nast, qui travaille sur le mythe du Père Noël pendant 30 ans, qui va redonner ses lettres de noblesse, et qu'on va retrouver donc cette image qu'on connaît aujourd'hui. Son but était de rallier tous les peuples sur une même fête, donc Noël. Saint Nicolas perd son sens chrétien pour devenir le Père Noël, un vieil homme rondouillard, jovial et portant un costume rouge et blanc. Et une marque va le rendre célèbre et le populariser. Coca-Cola.
En 1931, la marque de soda va transformer Noël en fête commerciale pour ses propres intérêts. En illustrant un Père Noël buvant une bouteille de Coca-Cola pour inciter les enfants à l'imiter, Coca-Cola s'impose. Pour cette publicité, Coca-Cola avait utilisé le design de Thomas Nast. Reviendrait-on en arrière comme au XIXe siècle? Noël redeviendrait donc une fête commerciale? Oui et non, car l'image du Père Noël devient universelle et les gens se laissent happer par la magie de Noël, les décorations, les repas, les cadeaux, etc. On souhaite simplement passer un bon moment avec nos proches. Aujourd'hui, le Père Noël fait partie de nos traditions. Et les autres symboles alors, les a-t-on gardés ou pas? C'est ce qu'on va voir. On va commencer par le sapin. C'est une tradition païenne, il représente le renouveau de la nature. Cette coutume est arrivée en France par les Vikings pour fêter le solstice d'hiver. C'était souvent des épicéas pour le 21 décembre. Au 7e siècle après Jésus-Christ, les chrétiens l'adoptent en lui donnant le sens d'arbre du paradis. Il était décoré avec des galettes appelées oublis. En fait, c'était des petites hosties. D'abord, le sapin ornait les espaces publics et à partir du XVIe siècle, il rentre dans les foyers mais sous forme de branches pour décorer la maison. C'est issu d'une coutume protestante, mais il y a aussi la même tradition à Rome pendant l'Antiquité. La première mention historique d'un arbre de Noël date de 1605 dans des salons littéraires de Strasbourg. Comme quoi Strasbourg a vraiment la tradition de Noël depuis longtemps. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que le sapin entier rentre dans les foyers. Par exemple, en 1738, la reine Marie Lewińska, désolée encore pour l'accent, l'épouse de Louis XV, amène la tradition du sapin au château de Versailles, car elle a vécu en Alsace et elle adorait décorer le sapin de Noël. En Angleterre et en Allemagne, le sapin est remplacé par une pyramide de bois et de goujons, de rubans, de papier et de rameaux de conifères. Car beaucoup de foyers n'avaient pas l'espace ou pas les moyens de s'acheter un sapin. Comme quoi, l'esprit écologique et l'esprit pratique ne datent pas d'hier. Au XIXe siècle, le sapin est dans tous les foyers, toutes classes sociales confondues. L'épicéa a longtemps été le sapin de Noël par excellence, mais à partir du XXe siècle, on utilise d'autres espèces, le Norman, le Douglas, le Nobilis, etc. Mais le critère principal est toujours le même, une belle couleur verte. Maintenant, je vais passer aux décorations. Elles ont beaucoup évolué au fil du temps. On décore le sapin depuis toujours, cependant on trouve des traces écrites au Moyen-Âge. Les décorations de cette époque étaient comestibles, noix, gâteaux secs, pain d'épices, friandises et les pommes, symbole du paradis perdu. Ce sont les ancêtres des boules de Noël. Vers le XVe siècle, des artisans de Lyon inventent les cheveux d'ange. Ce sont de fines lanières argentées découpées dans du métal. Au fil des siècles, on ajoute de plus en plus de décorations. Elles perdent leur sens religieux pour ne garder qu'une esthétique. Il y a les boules en papier, puis en bois ou en verre. Au XXe siècle, le plastique supplante toutes les autres matières. Et aujourd'hui, il y a un retour aux sources, le bois, le tissu, la dentelle, etc. grâce à l'esprit éco-responsable. Il n'y a pas de sapin ni de décoration sans les illuminations. Elles sont présentes dès le début. On utilisait des bougies pour symboliser la lumière du soleil, puis les chrétiens l'ont changé en la lumière de Jésus. Toutefois, les bougies créaient des accidents, des incendies. Il a fallu attendre 1890 pour l'invention du bougeoir pince qui diminuait grandement la chute de bougies qui provoquait souvent un incendie. Toutefois, la guirlande lumineuse est inventée en 1882 par Edward Hibberd, vice-président de l'entreprise Edison. Mais c'était pour son intérêt personnel, car l'électricité était un luxe à l'époque. C'est en 1901 que la guirlande lumineuse est commercialisée, car l'électricité s'est développée, mais elle reste toujours coûteuse. En 1909, l'illumination débarque dans la première vitrine du magasin Bon Marché à Paris. C'est un grand succès. Toutefois, il faut attendre 1950 pour que les guirlandes lumineuses deviennent abordables. Les villes s'illuminent pour l'expansion du tourisme et de Noël. Les guirlandes lumineuses installées dans les rues commerçantes et les lieux prestigieux donnent un air de fête. Les petites agglomérations imitent les grandes pour devenir aussi resplendissantes. Ensuite, les particuliers ont eu accès à l'illumination et la transforment en art. Des concours de Noël existent pour rivaliser et montrer sa plus belle décoration. Toutefois, de nos jours, les illuminations sont pointées du doigt à cause de la débauche électrique que ça engendre ainsi qu'à la pollution lumineuse perturbant le sommeil et son coût exorbitant évidemment.
Je vais terminer ce podcast avec la tradition de la couronne. C'est une survivance des peuples païens. Pour le solstice d'hiver, les Romains décoraient leurs maisons de feuillage persistant et ils posaient une couronne soit sur la porte, soit à table pour indiquer l'hospitalité ou réunir la famille. L'aspect circulaire de la couronne symbolise le soleil et son cycle immuable. Le christianisme a repris la couronne et a ajouté les bougies. Comme les décorations du sapin, c'était d'abord avec des matières comestibles, pommes, noix, etc. Puis on a ajouté des branches, du houx, des pommes de pin, des pives. Aujourd'hui, on invente des couronnes de toutes les couleurs et de matières différentes. Le but est d'orner sa porte ou sa table pour accueillir la famille et les amis. Voilà pour ce podcast spécial Noël. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve au prochain podcast.